Voilà, rapprochez-vous. Vraiment, je sais que beaucoup de gens me connaissent seulement peut-être maintenant, mais ça fait plus de 20 ans que je suis aux États-Unis. Je suis arrivée très jeune, après avoir passé mon baccalauréat, que j'ai aussi passé très jeune. Je suis arrivée vraiment dans l'Eldorado du Michigan. C'est là-bas que j'ai vraiment commencé ma carrière des États-Unis, on peut dire, en allant à l'école. Je pense que ce podcast particulièrement est dédié à tous les international students. Si vous êtes africain, francophone comme anglophone, et que vous êtes international student aux États-Unis, vraiment abonnez-vous pour écouter mon histoire. J'espère que ça va inspirer plus d'un, mais surtout aussi motiver beaucoup parce que c'est possible en Amérique. Ok. Voilà. Ok. Amen, nous sommes live. Et vraiment, merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour faire part de ce projet dont j'ai mis sur pied depuis déjà quelques mois déjà. Et waouh, ça c'est le verre de Titon. Hein. Oui, oui. C'est la première fois que je vois ça, hein, sincèrement. Ouais, La première fois que je vois ça. Mhm. Bon, je vais d'abord commencer par mettre un peu. Tu veux des glaçons? Non, attends, bon. Tu sais que moi j'aime le gingembre aussi de manière naturelle comme ça là. Ok. Waouh. Bon. Euh, bon, tu veux qu'on fasse en anglais ou en français, ça tu veux? Si on peut faire comme tu veux, Mhm. it's up to you. Si tu veux qu'on fasse anglais, français ou bien anglais, Enfin, on peut ou un mélanger, il mélange. n'y a Oui, pas de problème. naturellement, non. Que Mais ce soit naturellement. naturel, oui. Ok. Bon, vraiment, la mère, comme je disais, merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup à tout le monde. Bonsoir, bon après-midi, bonjour, dépendamment de où vous vous trouvez. J'ai l'opportunité, j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir avoir une conversation avec Maman Edwige. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler un peu d'elle, mais je ne peux pas m'empêcher de commencer cette conversation-ci en mentionnant Titoun parce que je suis à la maison, mais je suis, comme on dit, au headquarter. À la Ah, brasserie. bah, c'est vrai, donc, c'est vrai que j'ai commencé par discuter un peu Titon Cold Sykes. J'ai déjà mentionné le produit sur, ça fait il y a pas mal de temps dans mes quelques épisodes déjà. Et bon, c'est vrai qu'on aura un épisode, j'annonce qu'on aura un épisode seulement, on va parler de Titons. Ok. Donc, mais je veux seulement qu'on bosse rapidement les Titons qu'on a sur la table, quoi, parce qu'on a tous les parfums là, et moi je déguste le, Ça pique. ça pique, oui, le gingembre. Et toi, tu as devant toi Love Nest. Love Nest. Mais bon, Voilà. je sais pas si tu peux prendre. Enfin, on va prendre une minute seulement pour que tu bousses rapidement les différents parfums là, n'est-ce pas? Oui. Mais avant que tu ne commences, n'est-ce pas? Je vais commencer par déjà dire merci à tous ceux-là qui prennent le temps pour pouvoir regarder les vidéos dont je poste. J'espère que ça aide certains. C'est ça mon objectif, que ça puisse aider une, deux ou trois personnes, dépendamment de où vous vous trouvez. Mais la seule chose que je vous demande de pouvoir soutenir tout ce que je fais, c'est de pouvoir partager, c'est de pouvoir vous abonner, c'est de pouvoir aimer les vidéos afin que ça puisse reach beaucoup de personnes. Donc, si vous pouvez me faire cette faveur-là de pouvoir subscribe, like, share every video that you watch on this channel, will be really, really, really appreciated. Oui, maman, donc tu peux, on prend ici une minute pour que tu parles de Titons. Vraiment très rapidement, sans trop entrer dans les détails, voilà, Titan, c'est une marque née aux États-Unis, faite par un couple de Camerounais, ayant vécu ici plus de 20 ans, ayant vraiment vécu des frustrations du manque de saveur et d'authenticité dans les boissons. Nous avons décidé de créer notre propre marque qui reflète aussi les saveurs de chez nous, comme là, on a par exemple la noix de coco, l'ananas et le fruit de la passion. Là, on a de la noix de coco, la fleur du sureau. Et ça, c'est notre gingembre adoré que nous, on appelle couramment ginger. Et là, enfin, on a un peu comme un thé à base de, euh, de jus de cassis, de citronnelle et de gingembre aussi. Donc, Ok. vraiment, toutes les saveurs sont super délicieuses. On a été awardé pour chacune de ces saveurs. Ok.
Et ça se passe déjà très bien sur le marché américain. Ok, comme ça se passe très bien, pour ceux qui ne savent pas encore où trouver ça, où est-ce qu'ils peuvent trouver ces produits-ci pour l'instant? Pour le moment, n'est-ce pas, nous sommes physiquement dans beaucoup de locations à Chicago, notamment Meijer. Une autre grosse chaîne arrive très bientôt. On aura peut-être l'exclusivité quand tout sera finalisé. Ok, Mais bien évidemment, Amazon Rapide, c'est là. Et puis aussi sur notre site, Titun Cocktail, TITUN cocktails.com ABS. ok, d'accord. Merci beaucoup, Mme Edwige, pour cette petite introduction par rapport à ça. Je rappelle qu'on aura un podcast dédié seulement à Tintoons avec l'autre co-founder Oui, qui est mon mari, Jean-Brice. qui est ton mari, tonton Jean-Brice, et qui n'est pas là pour l'instant. Mais on aura j'ai une exclusivité où on va seulement parler de Tintoons. On aura tous les détails, les contours, l'histoire, tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme vous avez suivi, Tintoons peut être retrouvé sur Amazon plus rapidement. Je vais mettre le lien et la description, le site internet de tout ce qui concerne les boissons sur la description de cette vidéo où vous pouvez aller et order votre case et déguster et pouvoir apporter des feedbacks constructifs afin que ça puisse évoluer. Parce que je suppose que c'est ça que vous avez besoin pour pouvoir grandir, cette feedback-là. On a besoin de feedback, on a énormément besoin du soutien de notre communauté parce que, premièrement, c'est notre communauté qu'on avait à cœur, qu'on a créé ces boissons, une représentation sur le marché américain, mais bientôt global aussi, mais aussi quelque chose que nous pouvons boire et nous pouvons vraiment être fiers et aimer vraiment. Voilà. Effectivement, c'est pour ça que j'avais dit à tonton Jean-Brice depuis le départ, quand j'ai commencé ce projet, c'était de pouvoir feature Titon sur mes vidéos. Parce que c'est de ça qu'on a besoin, de se soutenir en tant que communauté, de s'entraider quand une ou deux, trois personnes mettent des petites entreprises sur pied pour pouvoir contribuer à chacun à son niveau. Et nous te sommes vraiment reconnaissants vis-à-vis de ça. C'est une très bonne initiative que tu as prise et on apprécie vraiment ça. Merci beaucoup, Maman Evige, merci beaucoup. Donc, je voulais qu'on juste prenne 2 minutes comme ça, juste un peu que pour introduire, en attendant qu'on ait l'exclusivité du podcast qui sera dédié à Titones, tu vois un peu. Donc maintenant, cela étant fait, Maman Evige, comme je disais tantôt, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de prendre un peu de ton temps qui est vraiment chargé avec ce business-ci, les enfants et tout ce qui va avec, pour qu'on puisse s'asseoir quelques minutes pour discuter. Donc j'ai voulu avoir une conversation avec toi pour question de te connaître, parce que vu nos échanges, je pense que tu as quand même une bonne histoire qui peut inspirer 2, 3, 4, quelques personnes. Oui. Donc, je ne sais pas si tu veux prendre quelques minutes pour te présenter, ce que tu trouves confortable to share. What's your story, basically? Voilà. Rapprochez-vous vraiment. Je sais que beaucoup de gens me connaissent seulement peut-être maintenant, mais ça fait plus de 20 ans que je suis aux États-Unis. Je suis arrivée très jeune, après avoir passé mon baccalauréat, que j'ai aussi passé très jeune. Je suis arrivée vraiment dans l'Eldorado du Michigan. C'est là-bas que j'ai vraiment commencé ma carrière des États-Unis, on peut dire, en allant à l'école. Je pense que ce podcast particulièrement est dédié à tous les international students. Si vous êtes africain, francophone comme anglophone, et que vous êtes international student aux États-Unis, vraiment abonnez-vous pour écouter mon histoire. J'espère que ça va inspirer plus d'un, mais surtout aussi motiver beaucoup parce que c'est possible en Amérique. Ok. Voilà. Tu es arrivé aux États-Unis en quelle année? Je suis arrivée aux États-Unis en mai 2002. Tu viens de mentionner que tu arrives en tant qu'international student. Oui, je suis arrivée en tant qu'international student. Je suis allée dans une petite université dans le nord du Michigan qui s'appelle Ferry State University à Big Rapids. Et j'ai étudié en faculté de génie électrique électro. Ok. Let's back a little bit home. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir les États-Unis pour continuer tes études après ton bac au Cameroun? Ça, c'est une très bonne question. Je peux dire, par exemple, c'est la motivation de mon père. Je pense que déjà très jeune, mes aînés sont partis au Canada et puis en Allemagne. Et moi, il m'a dit, tu iras aux États-Unis. J'ai dit, pourquoi pas? Je sais, c'est un défi, je vais le relever. Je pense que j'étais déjà très brave à l'école.
J'ai eu mon bac très tôt avec très bonne note, avec mention déjà, très jeune. Donc, je crois que ça l'a vraiment motivé. Comme j'ai eu un bac C, on a recherché vraiment dans quel domaine, dans quelle filière je pourrais vraiment exercer. Moi, j'étais très passionnée par tout ce qui est maths, tout ce qui est logique et tout ce qui est, ouais, maths en général et logique. Donc, on s'est dit, pourquoi pas génie, pourquoi pas ingénieur? Et j'ai dit, super, moi, je vais être ingénieur. Au départ, pour dire vrai, je voulais être ingénieur architecte, je voulais faire de l'architecture. J'étais vraiment passionnée par le design intérieur et tout, mais bon, après, je me suis dit, non, faisons quand même génie électrique, électronique, ça va vraiment m'ouvrir les portes à entrer dans plusieurs autres domaines. Donc, c'est comme ça que je me suis inscrite et on a parcouru le chemin et vraiment, j'ai suivi mon dossier de bout en bout avec mon papa. On avait aussi le support des amis de famille qui vivaient aussi ici à l'époque. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à peine 17 ans. Et voilà. Oh, tout le monde a quelque chose en commun parce que moi, j'ai un bac C et je suis passionné des mathématiques, je suis passionné de la logique. Et moi, quand j'ai eu mon bac, je ne voulais qu'être ingénieur, il n'y avait rien d'autre Voilà. qui m'intéressait. Donc, je comprends d'où vient cette rigueur-là dans le Mhm. travail que tu fais, même avec Titoun et autres choses-là, avec la formation d'ingénieur que tu as eu, quoi. Oui. Ok, donc quand tu es arrivé ici en tant qu'international student, c'était comment étaient tes débuts? Le début était... Tu sais, à cet âge, tu n'y penses pas. C'est quand j'ai un flashback que je réalise comment j'étais vraiment grounded, comme on dit. Mhm. C'était pas facile. Je suis arrivée comme tout le monde, étant francophone, j'ai dû apprendre la langue ici, mais Dieu merci, j'avais déjà quand même fait des cours de langue au départ, préparant mon départ, j'avais eu mon TOEFL déjà, Mhm. mais sur le terrain, c'est différent. Le speaking, le listening, c'est pas la même chose. Tout à fait. Et au pays, on fait quoi? L'anglais britannique, le speaking qu'on entend, le reading, le listening qu'on fait, c'est l'anglais britannique. Donc, Mhm. à venir ici aux États-Unis, je peux vous dire déjà le premier semestre, j'ai fait au moins quelques cours de langue. Je n'étais Mhm. pas obligée, mais je me suis dit pour une meilleure intégration, je vais me donner au moins un semestre de cours de langue mélangés à des cours d'université. Mhm. Donc, c'est un peu comme ça que je commence. Mhm. Voilà. Ok. Oui, effectivement, parce que quel qu'en soit comment tu arrives ici, que ce soit en tant qu'international student, que ce soit en tant qu'immigrant avec la loterie et autres, Ouais, il y a toujours ce petit problème de langue là, au départ ouais, qui te faut manager pour pouvoir avoir une intégration ouais. un peu croissante, quoi. Ouais, et l'autre volet de mon arrivée, c'est que vraiment j'ai été accueillie vraiment dans un cadre scolaire. Je n'avais pas de famille d'accueil à côté. Je suis venue, c'est l'école qui est venue me chercher à Ah. l'aéroport. J'ai commencé directement dans les dortoirs Mhm. et donc j'étais vraiment suivie par l'école, quoi. Très jeune, as a minor, Mhm. j'étais vraiment obligée d'être suivie par l'école, quoi, de près. Donc, comme je dis, j'avais pas nécessairement de famille à côté, j'avais pas de famille d'accueil, j'avais pas d'amis qui étaient déjà ici. Donc, je me suis retrouvée dans un cadre où j'étais quasi pratiquement la seule francophone. Mhm. Et Dieu merci, j'ai quand même pu trouver Il y avait un couple de Camerounais qui fréquentaient dans cette époque qui fréquentaient dans cette école à l'époque, Mhm. qui étaient comme en troisième et en quatrième année déjà, quoi. Ok. Donc voilà, c'est un peu avec eux que je passais peut-être un peu de temps pour vraiment me recueillir. Mais en Mhm. gros, non, c'était pas facile. J'étais entourée de Nigériens, de Zambiens, Botswanais, tous ces autres pays, quoi. Mhm. Wow, wow, ok. Ça, c'est vraiment unique que euh, en fait, c'est la première fois que j'ai une conversation avec quelqu'un qui est arrivé en tant qu'international student pour pouvoir essayer un peu de comprendre comment ces débuts-là sont, quoi. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au début, à part le problème de langue, là? Parce que le problème de... Bon, c'est vrai que ce n'était pas une difficulté en tant que tel. Tu t'es préparé avant de partir parce que tu partais pour l'école. Tu avais ton TOEFL au Cameroun. Mhm, Moi, personnellement, j'ai mon TOEFL plutôt ici. mhm. Peut-être on va revenir dessus pendant la causerie. Mais ça veut dire que tu t'es quand même un peu préparé psychologiquement avec Oui, l'anglais parce que tu partais à l'école. Tu vois un peu. oui. À part ce point de langue-là, quelles sont les autres difficultés que tu as rencontrées au départ en tant qu'international student? Bon, très tôt en tant qu'international student, bien évidemment,
J'ai eu vraiment la chance en fait de tomber dans une école qui s'occupait vraiment des élèves internationaux. Comme je Ok, t'ai dit, j'étais entourée des autres Africains qui étaient aussi international students. Donc on s'entraidait, on ne ressentait pas vraiment trop cette séparation-là. mhm, Et vraiment l'école faisait vraiment tout pour que nous sentions intégrés. ok, Donc sur ce plan-là, vraiment, je peux dire, connaissant déjà que je venais dans un cadre où je devais être toute seule, mhm, j'étais super motivée. Moi, j'avais eu mon bac, je voulais partir, je savais que j'étais focalisée, je voulais avoir mon diplôme et mhm, tout. Je me focalisais vraiment sur l'école, quoi. ok, ah, Donc, je suis arrivée dans une petite ville aussi, par exemple, où il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de mhm, taxi. Donc, tout c'était école, dodo, mhm, j'avais un petit boulot sur le campus, mhm. c'était ça. Ok, Ouais. ok. Comment étaient les études en termes de difficulté comparé au Cameroun et ici? Est-ce que selon toi, selon ton expérience, c'est Oh, vrai que bon, tu as fait ingénierie, oui, c'est un peu différent peut-être de celui qui fait, va faire accounting, même oui. médecine ou bien law. Mais comment était en termes de difficulté, en termes de qualité, comment tu as trouvé les études ici? Ici, je peux dire, entre mon bac et le voyage aux États-Unis, je peux dire j'ai fait 1 an à l'université de Douala. Ok, Donc, nous connaissons vraiment tous euh, comment ça se passe ok, à l'université, dans effectivement. les amphis et tout. Mhm, C'est bruyant, c'est troubleux, c'est vibrant, mhm, c'est pénible. mhm, Donc, arrivé ici, trouvant le cursus scolaire, j'ai trouvé vraiment, honnêtement, on met tout à la disposition de la réussite des enfants. Et je peux vraiment apprécier les États-Unis vis-à-vis de ça parce que l'école coûte tellement cher. Mais ils font tout et tout pour que l'élève réussisse. Donc, pour ce qui est de vraiment la difficulté au niveau de prendre les examens et tout, c'est pas ça. Mais le plus important aux États-Unis, c'est une discipline. C'est vraiment la discipline. Tu dois être assidu. Tu dois faire tout ce qu'on te demande pour avoir tes points. Moi, je trouvais ça relax. On te dit, si tu, voilà, ta note totale sera 20%, ta présence à l'école, 20% les quiz, 50% les pour les devoirs, devoirs. Et on te met même un extra credit, que tu mhm, peux même dépasser même les notes si tout tu à veux, fait, quoi. tout à fait, Donc, tout est bien listé. Si tu suis attentivement le programme, tu t'en sors. effectivement. Et comme je dis, les professeurs sont tellement là pour les élèves qu'il n'y a pas de souci. Tu as n'importe quelle question, tu vas les voir. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'entrer dans un programme aussi où les, 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 les professeurs étaient super, super sympas. Je me suis liée d'amitié très rapidement avec le dean, par exemple, avec qui jusqu'à aujourd'hui je suis en communication, le dean de mon collège. Wow. Et il m'a beaucoup aimé, monsieur Ron McKean, il m'a beaucoup aimé, il m'a vraiment beaucoup soutenu. Je peux dire vraiment ma difficulté principale était au niveau de mon intégration avec mes collègues, les autres étudiants. Mhm, Euh, Comme je dis, j'ai fait un cursus de Electrical Electronic Engineering, mhm, donc j'étais déjà la seule fille. mhm, Parmi les garçons, j'étais noire. mhm. Je suis dans le nord du Michigan où il n'y a vraiment pas. Tout à fait. J'étais la seule fille noire. J'avais un ami, un collègue noir aussi, mais qui Mhm, était d'ici. Et donc, le reste, c'était des blancs. mhm, J'avais un accent, j'étais une fille qui venait de l'Afrique. mhm. Donc, m'intégrer vraiment avec Les classmates. mes classmates, c'était pas facile. Je peux vous dire que mon premier semestre, j'étais pratiquement lone. Mhm, J'étais toute seule. mhm, Déjà, même dans ma bande africaine, j'étais la seule à faire l'ingénierie, donc je n'avais pas d'aide dans ce niveau-là. mhm, Donc, j'étais vraiment obligée de me focaliser sur mes études et faire ce que j'ai conversé avec le professeur, voir vraiment comment je me maintiens. mhm, Euh, donc, les choses ont commencé vraiment à basculer quand on a commencé à faire les premiers examens et les mhm, résultats sont sortis. mhm, Alors, quand le professeur remettait les notes, mhm. tu as eu combien, tu as eu combien, tu as eu combien, moi je revenais 98%. Tout le Mhm. monde me disait, mais c'est comment? Mhm. Quand tout le monde avait dans les 60, 60, 70, les 70. premiers. Donc, c'est là où ils ont commencé à prendre intérêt, à se dire, oh, cette fille quand même, elle n'est pas si... Effectivement, oui, oui, c'est ça. c'est pas ce à quoi on s'attendait. Effectivement, Voilà. effectivement, j'ai presque la même expérience que toi. C'est vrai, ils sont arrivés ici plutôt avec la loterie, avec la green card, mais mon objectif c'était d'aller à l'école. Ouais. C'était d'aller à l'école. Et
vraiment, comme tu as dit, l'université, il faut vraiment être assidu. Moi, j'ai commencé au Community College avant de transférer à Champaign, qui est une très grande université, très bon programme d'ingénierie. J'étais dans le département de computer science, presque le seul noir C'est ça. dans ma classe. Dans tout le Dans tout département. le département, presque, il y a un mois, il y a Ouais. un Nigérien là, c'est presque deux. Et aussi d'autres noirs américains dans d'autres levels. Mais dans tout le département, là, on était très peu. Voilà. Et ce qui fait que vraiment, mes classmates, au départ, avaient le même sentiment comme toi. Tu es noir, tu as l'accent, tu es from Africa, c'est différent. Ouais. Et ça a basculé vraiment, il dit exactement comme toi. C'est ça. Quand les premiers les premiers notes ont commencé à sortir, je suis un peu long. Moi, je m'en sortais très bien en maths. Voilà. J'avais seulement besoin d'être dans le programming, mais en maths, je m'en sortais très bien. C'est quand les premiers notes ont sorti que j'ai eu beaucoup d'amis que je peux imaginer. Les gens qu'au départ, bon, causaient seulement comme ça. Mais après, la qualité des questions que je posais en classe, on avait pris une classe qu'on appelait probabilité. Oui. Oui. Probabilité. Ce qui fait que la qualité des questions que je posais, je répondais aux questions, ça c'était très close de l'enseignant. Tout le reste de mes amis, moi, ça me prendre au sérieux. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à créer ce support système-là pour Exactement. nous permettre d'avancer jusqu'aujourd'hui, avec qui j'ai rencontré avec beaucoup d'amis, même le chef de notre département. Puis j'ai fait une recherche avec le chef de département pendant un semestre, qu'aujourd'hui nous sommes toujours en contact. Donc, c'est juste pour appuyer ce que tu dis, c'est très important, assidu, utiliser l'avantage qu'on a d'être noir, from Africa, avec l'accent, se concentrer sur ce qu'on sait très bien faire, et ça va ouvrir les portes, quoi. C'est tout. Donc, vraiment. Et comment s'est passée la suite? Je suppose que tu as bien fini ton cursus et puis tu as gradué. J'ai très bien fini mon cursus, notamment, n'est-ce pas, vraiment, j'étais une élève vraiment, une étudiante vraiment remarquable et le collège, le College Engineering était vraiment, vraiment impressionné. Chaque année, je recevais un prix, soit Who's Who, soit the Most Outstanding Student of the Year, pendant tous mes 4 ans. Et ouais, j'ai fini l'université vraiment avec de très bonnes notes. J'étais deuxième de ma promotion. Donc, ça en dit que vraiment, j'ai fini avec... The highest honor. oui, avec the highest honor. Yeah, exactly. Et c'est ce qui est bien sur nous, comme nous sommes intelligents. Et le système américain, ce qui me plaît, c'est qu'eux reconnaissent vraiment ceux-là qui s'y mettent à fond. Donc, parce que moi-même, c'est le cas. Quand j'ai gradué de Wabanzi pour aller à Champaign, j'ai gradué de Wabanzi en tant que honor student. Voilà. J'ai été reconnu à Springfield, où il y a le Board of Trustees of Community College of Illinois. They gave me full scholarship to go to Champaign. Wow. Donc, tu peux dire que c'est ça. Quand tu t'y mets et que tu travailles dur et que tu es passionné par ça, you're going to get recognized. Revenons donc, je suis très contente que tu aies abordé un peu ce point, tu as fait cette corrélation et c'est là où tu vas voir, je vais t'expliquer maintenant la différence entre les international students et les élèves locaux, n'est-ce pas? Tout à fait. Tu vois, on a eu pratiquement le même parcours, les meilleures notes parmi les meilleurs. Moi, je n'ai jamais eu de scholarship, par exemple. Je n'ai jamais eu un rabais. Les choses peuvent être aujourd'hui différentes, mais il y a de cela 20 ans, quand je suis, plus de 20 ans quand j'arrivais, il n'était pas question comme dans les rabais. Je ne pouvais même pas joindre le Honor Society parce que je n'étais pas américaine. J'avais les notes, j'avais tout, mais je ne pouvais pas joindre ce society-là parce que je n'étais pas américaine. Ça, c'est une des grosses différences. Je ne pouvais pas avoir tous les scholarships ou bien tous les honneurs qu'ils avaient à l'école parce qu'eux, ils étaient dans un dortoir particulier. Ils avaient accès à d'autres programmes vraiment particuliers que moi, je ne pouvais pas. Tout à fait. Parce que j'étais international student. Ça, c'est le premier truc. Quand moi, je suis arrivée, je me suis dit, je veux un travail. Il y avait des boulots sur le campus qui étaient réservés, n'est-ce pas, à seulement ceux qui avaient au moins le minimum de green card. Okay. Donc, de un, en tant qu'international student, tu ne pouvais pas travailler hors du campus. Tu étais obligé de travailler sur le campus et pour un certain nombre d'heures seulement. Tout à fait. Et de trois, les boulots sur le campus, il y avait des boulots qui étaient réservés seulement aux élèves américains ou aux élèves avec la green card. Avec la green card. Donc, tu comprends qu'on est vraiment au bas de l'échelle. Tout à fait. Malgré tout ce que tu fais et malgré tous les efforts que tu fournis, tu n'es pas au même pied d'égalité qu'un élève qui a une green card. Ou bien qui est américain. Voilà, ça c'est pendant le cursus scolaire. Alors, comme je disais, n'est-ce pas, j'ai gradué avec les highest honors, étant la seule fille dans le programme d'ingénierie, la seule africaine, je peux dire,
Mondine m'avait référé pour être valedictorienne, OK. pour vraiment parler au commencement. Mhm. J'étais, That's awesome. oui, j'étais l'un des choix, mais malheureusement, pendant les votes, ils ont choisi quelqu'un d'autre qui revenait de la guerre d'Irak et qui était un Un vétéran de la vétéran. guerre Mhm. d'Irak à cette époque-là et qui avait été blessé pendant le combat. OK. Donc, c'était lui ou moi. Mhm. Le choix vient bien sûr aux vétérans Tout à américains. fait. Oui, Voilà. for the service and everything. Voilà. Malgré toutes ces difficultés-là, Maman Evich, international student et tout ce qui va avec, comment tu as pu manager après que tu es gradué? C'était difficile. Moi, j'ai gradué dans les années 2006. Vraiment, au tout début, j'ai trouvé un boulot j'étais test technician pour une compagnie dans l'ouest du Michigan, là-bas. Ça se passait très bien jusqu'au moment où ils paient des contrats. Alors, nous, on a été obligés, nous, comme ça, qui n'avions pas les papiers, n'est-ce pas, de travail à plein temps, on nous a Remercier, on vous a on lay nous a off. remerciés et on nous a dit, bon, voilà, on ne peut plus continuer avec vous et tout. Donc, 7 mois après avoir trouvé mon premier job, qui n'avait pas été difficile, moi, je me rappelle quand on était au dernier semestre de la 4e année, tous mes camarades de classe, tous les autres étudiants avaient déjà trouvé des boulots. Vous avez l'offre garantie, quoi. Ils avaient déjà des offers guaranteed. Et moi, j'allais bien, n'est-ce pas, faire les interviews avec ces mêmes compagnies. Et à chaque fois, j'étais repoussée parce que je n'avais pas. Il y avait toujours cette question, are you going Tu to requires a require a sponsorship sponsorship now or in the in the future. future? Cette case-là m'a fauchée pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Donc, j'ai quand même pu, comme je dis, avoir ce boulot-là qui était, bon, un boulot où j'ai quand même été sur le terrain, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis un peu submergée dans le monde du corporate America. Qu'est-ce que tu as fait pour que cette compagnie puisse te donner l'opportunité de travailler? Parce qu'il y a beaucoup de compagnies que je suppose qui n'ont pas été ouvertes à te prendre en tant qu'international student. Cette compagnie-là avait quoi de spécial? Ou bien qu'est-ce que tu as dû faire pour que cette compagnie puisse te prendre? Je pense que pour dire honnêtement, ils avaient déjà embauché. Comme j'ai dit, j'étais deuxième de ma promotion. Le troisième de ma promotion avait été déjà embauché. Et je pense ils se sont peut-être dit qu'ils ne connaissaient pas très bien ce processus en fait de sponsor. C'est ça qui a marché à mon avantage pour cette compagnie-là. Ils n'étaient pas très au courant de ce challenge d'immigration et c'est comme ça qu'ils m'ont pris. Je pense qu'ils se sont rendus compte de comment ça devait se passer. Et il y a eu cette opportunité-là, ils ont préféré te laisser partir. C'était facile parce que comme ça. c'était un peu compliqué. Et quand ils t'ont laissé partir, qu'est-ce qui s'est passé après? C'était pénible. Donc, j'ai commencé à travailler en juin 2006 et j'ai été let go en janvier 2007. Et ça, c'était vraiment au tout début de la crise de subprime de 2008. Beaucoup, on parle de la crise de 2008, mais nous qui étions au Michigan, si vous vous rappelez très bien, ça avait vraiment commencé avec l'industrie auto. Oui, effectivement. Donc, nous qui vivions au Michigan, on était les premiers à être touchés. Donc, c'était très difficile à cette époque de retrouver même un boulot, quoi. Donc, j'ai passé plein d'entretiens, plein d'entrevues et tout. Et c'était pas positif. Les gens ne faisaient que perdre le boulot. Voilà. Donc, c'était pénible. C'était vraiment pénible. Et comment tu as managé? Parce que je suppose que quand tu gradues en tant qu'international student, tu as une période définie pour pouvoir avoir le travail, non? Comment tu as géré ce stress-là de trouver le travail pour ne pas perdre ton statut? J'avais 12 mois. À l'époque, on avait 12 mois. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle un OPT qui a 12 mois que tu peux extend. Une autre fois, à cette époque-là, il n'y avait pas. C'est quoi OPT? Optional Practical Training. OK. Oui, on peut dire c'est un peu comme une opportunité que le gouvernement fédéral te donne pour au moins travailler en tant qu'international student. On dit que tu vas faire 4 ans, il faut quand même que tu aies quand même la pratique sur le terrain d'1 an avant de rentrer chez toi. Wow. Donc, tu as 12 mois. Donc, si je vous dis bien, j'ai gradué en mai 2006. J'ai commencé en juin, j'ai perdu mon travail en janvier. En janvier 2007. Donc, entre janvier et juin, j'avais exactement ce temps-là pour trouver un boulot. Et malheureusement, avec la crise, ça n'a pas été possible. Wow. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir te maintenir? J'avais 2 choix. Soit rentrer au Cameroun ou alors me réinscrire pour continuer dans un autre cycle. Okay. Voilà.
Et comme j'avais déjà utilisé mon OPT, il n'était pas question donc de rentrer faire un autre bachelor. Il fallait que je continue. Ah, le Donc c'est comme master. ça. Je me suis inscrite pour un master à l'époque. Je suis retournée dans la même université. C'était beaucoup plus facile. Je comprenais le système et j'étais toujours proche de ce coin-là. Je me suis dit, je rentre là-bas et cette fois-ci, je change de filière. OK. Parce qu'avec la crise aussi, on avait réalisé que beaucoup de boulots d'ingénieurs électriques, Électrique, électroniques, électronique. ces boulots-là allaient beaucoup au Mexique à l'époque. OK. Donc, je me suis dit, bon, j'ai au moins déjà acquis ces connaissances que je ne vais pas oublier. S'il y a moyen, j'étends un peu mes connaissances, je vais ailleurs. C'est OK. comme ça que je me suis inscrite en master à Information System Management, IT, OK, dans la même université. dans la même université. Wow. Pour pouvoir maintenir ton statut et continuer. Voilà. Et en août, j'ai repris l'école. En août 2007. Août 2007, j'ai repris l'école. OK. Tu as fait ton master et je suppose que ça s'est bien passé. J'ai fait mes 2 ans de master. Bien évidemment, mes notes continuent de prouver que oui, je suis restée très brave. Et vu mon expérience du bachelor, où j'ai vraiment été recalée par rapport à plusieurs boulots, cette fois-ci, je me suis dit, je me prépare un peu à l'avance. J'essaie d'avoir un peu d'expérience sur le terrain en essayant, en pensant que, en se disant que la crise allait passer. C'est ce que j'ai fait. Étant donné mon statut d'international student, je ne pouvais pas travailler hors du campus. Je ne pouvais pas être rémunérée pour quoi que ce soit que je fasse en dehors de travail sur le campus. Sur le campus. Voilà. Donc, et maintenant, à ce niveau, les boulots sur le campus, c'était pour le niveau master, ce n'était pas donné. Oui. Bon, ce que j'ai décidé de faire, c'est, voilà une nouvelle filière. Qu'est-ce que je fais maintenant pour m'intégrer, pour mieux comprendre et pour pouvoir mieux me positionner sur le marché? J'ai décidé d'aller faire du bénévolat. Wow. 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 Oui. Wow. Et vas-y, parce que moi, j'ai une expérience positive de ce bénévolat-là. Comment étaient tes bénévolats? Tu as commencé ton bénévolat pendant que tu étais encore en train de faire tes études de master, ou bien c'était après que tu as fini le master? J'ai commencé mon bénévolat en même temps que j'ai pratiquement commencé Tes études de master. mes études de master. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai essayé de trouver le bénévolat en IT. Et la meilleure façon de le trouver, ce n'était pas en entreprise, c'était dans les non-for-profit. Donc, je suis allée, j'ai postulé à l'époque, il y avait la Croix-Rouge de Grand Rapides. J'ai pu joindre la Croix-Rouge et j'étais vraiment dans le secteur helpdesk et IT et tout ça. Dans le département de IT de la Croix-Rouge de Grand Rapids, De Michigan. Grand Rapides, où j'allais à peu près 3 jours par semaine. Et j'allais aussi à Goodwill Industry. Beaucoup de gens connaissent Goodwill un peu comme le magasin qui vend les habits, mais non, mais... C'est a big industry. C'est une really big industry. Moi, j'ai travaillé là-bas comme bénévole, maintenant dans les offices. Et ce que je faisais, c'était je les aidais vraiment avec le data analysis et, vraiment le very early stage of data analysis, gathering information. Gathering information, gathering the data voilà, for them. Voilà, c'est ce que je faisais. Donc, au total, je travaillais pour ces 2 industries. Pendant mes 2 années de master, je faisais au minimum 20 heures par semaine de bénévolat. Wow. Oui, le bénévolat, les Américains prennent le bénévolat d'un sens très positif. Parce que moi, le bénévolat m'a beaucoup aidé. Parce que quand j'étais au community college, j'ai fait le bénévolat 3 fois. Oui. J'ai fait le bénévolat de 2 semaines à Houston, quand il y avait la tornade, Hurricane Harvey. Ça avait détruit une partie de Houston là. Oui. Je suis allé faire le bénévolat avec un non-profit pendant 2 semaines. J'étais au community college. Et je suis aussi allé ici où il y a l'État où il y a la course des chevaux là. Kentucky? Kentucky, où il y a Kentucky Derby là. Je suis aussi allé au Kentucky Derby pour faire le volontaire avec un autre non-profit, All Hand in Hands là, pour pouvoir aider les gens qui sont pauvres à construire une maison. Parce qu'il y avait une ONG qui réunissait les fonds pour aider ceux qui ne peuvent pas, les homeless. C'est ça. Pour pouvoir build les maisons, quoi. Je suis allé aussi là-bas pendant 1 semaine. Toujours à travers le community college. Et cette différence, troisième, c'était avec, il y a un non-profit qui est un peu partout ici là, qui recueille les habits, les chaussures pour les gens qui n'ont pas trop là. Il y a un non-profit ici, non, j'ai plus le nom. Salvation Army ou bien... Non, c'est pas Salvation Army, c'est un autre là. C'était Something for Humanity. Ah, ok, oui. Oui, something, j'ai plus le nom. Oui. Ces 3 bénévoles-là ont boosté mon dossier pour avoir les scholarships pour la Champagne. Parce que, hormis d'avoir les bonnes notes,
tu vois un peu. Hormis d'avoir les A's, Honors, Il faut de Classes, community service. Community Services. Community service, yeah. Donc je dis même, ça a beaucoup bossé mon dossier. Et donc, c'est ça que j'encourage. J'encourage les autres international students à y penser, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on veut des boulots et tout, mais pensez au non-for-profit parce que dans ce cadre-là, vous avez vraiment l'opportunité d'apprendre le boulot, d'être vraiment dans un cadre où on ne vous embête vraiment pas. Et vous apprenez le boulot, c'est un boulot exact, le même genre de boulot que vous allez aller faire en entreprise. Donc, ça vous donne de l'expérience. C'est comme un stage, mais non Ça, rémunéré. c'est exactement ça, un stage non rémunéré. Et les non-for-profit sont vraiment reconnus comme vraiment bien prendre soin de leurs bénévoles, en fait. Je vais te donner, par exemple, d'autres bénéfices que moi j'ai eu à travers ces 2 bénévolats que j'ai fait. Il y a d'abord un à la Croix-Rouge, qui est la compagnie, la grosse compagnie que nous connaissons. Le truc international que tout le monde connaît. J'ai pu m'asseoir sur le board of directors en tant que youth member. Donc, moi, j'assistais à toutes les réunions du board. Je participais à tous les cahiers de charges, ce qu'il fallait faire, comment on organisait les événements et tout. J'étais vraiment impliquée, quoi. J'ai cette expérience-là. Et à Goodwill, pour mon travail, vraiment, Goodwill m'a honorée en faisant un article sur moi dans la presse de Grand Rapide. Wow, ça awesome. Donc, ouais, vraiment, c'était pas... Un beau matin, j'arrive et mon directeur de stage me dit, voilà, on a une opportunité, il y a la presse de Grand Rapide qui aimerait vraiment interviewer nos volontaires et on pense que toi, tu peux bien représenter voilà. dans cette interview. Donc, je vais vous donner les liens que vous allez voir. Oui, oui. Non, c'est vraiment, maman, c'est ça. Et c'est vraiment un très bon concept pour même international student, bien même tout étudiant ici qui entre à l'école. Ouais. Nous avons déjà le potentiel d'avoir de très bonnes notes, mais si tu peux être involved avec le community services, honor society et tout ça là, ça t'aide pour la suite. Parce que, hormis même le community service là, avant, ils étaient dans le student government. Voilà. Ils appellent ça student senate. Dans les sénateurs qui portent la voix des étudiants auprès de l'administration. Donc, on a ce bridge là between the administration and the student body. C'est ça. I was sitting on the student body as a student senator quand j'étais à Community College pour représenter to la voix des advocate élèves. for the student to the administration. C'est ça. L'expérience là m'a beaucoup aidé, tu vois, un peu, à pouvoir booster mon résumé et à pouvoir trouver même quand il y avait un peu de scholarship, j'étais qualifié à cause parce que c'est de ton temps que tu prends pour aller au meeting, pour aller causer à les étudiants, et pour aller au board of trustee meeting. Ouais. Parce qu'on assistait au board of trustee meeting of the community college to advocate pour parler des problèmes des étudiants, what the student needs in order to run the clubs, the honor society et toutes ces choses-là. C'est très important. Moi-même, j'encourage tout étudiant, que tu sois international, bien que tu sois national, américain ou bien avec la green card, si tu vas à l'école, essaie d'extendre tes compétences avec des extracurricular activities. Ça peut être des bénévolats, ça peut être honor society, ça peut être student senate, quelque chose qui va te permettre d'être well-rounded. En tout cas, le bénévolat sur un résumé compte énormément en Énormément. Amérique. Même en corporate America, ils mettent beaucoup d'accent sur give back to the community. Et ouais, plein de choses comme ça là. Et moi, ça m'a donné l'expérience de Haïti dont j'avais besoin. Pour dire vrai, pour même le boulot que j'ai eu après. Effectivement. Après ton master. Mon master. Effectivement. Ouais. Et c'est là où je voulais chuter. Comment est-ce que tu as, après ton master, qu'est-ce qui s'est passé par la suite en termes de maintenir ton statut et de trouver le travail aussi? Tu sais, la bagarre de tout international student ici, c'est de maintenir son statut. Tu dois tout faire pour être régulé parce qu'une fois que tu get out of status, c'est une autre bataille. C'est une autre histoire. C'est une autre bataille. Donc, moi, comme je dis, après avoir fait 2 ans de bénévolat à Goodwill et à Red Cross, American Red Cross de Grand Rapide, j'ai fait mon senior project, ma master thesis, vraiment sur un produit qui s'appelait, à l'époque, comment implémenter, ça s'appelait Zenap, Presentation Server. Presentation Server dans les pays
les pays sous-développés comme chez nous en Afrique, n'est-ce pas? On parlait un peu les problèmes d'électricité, les problèmes d'affordability, pour les coûts de licence, pour les coûts de matériel et tout, mais vraiment comment ça peut nous aider et vraiment comment pouvoir intégrer. Donc, j'ai fait ce cas-là et je pense que ça a vraiment suscité. Ce qui m'avait vraiment donné cette idée, c'était le fait qu'on avait essayé d'implémenter ce même système à la Croix-Rouge. J'avais participé vraiment à ce développement. Au développement du projet. Voilà, donc, mais là, on avait utilisé des softwares des compétiteurs et tout. Donc, quand j'ai fait ce projet-là, je me suis dit, ah, ça c'est parfait. Maintenant, quand j'ai cherché le travail dans la compagnie là. Et donc, j'ai parlé de mon thesis project et tout. Ça m'a suscité une interview. Ils avaient un stage à cette année, c'était en 2009. Ils avaient un stage. Ils avaient ouvert, c'est la première année que cette compagnie faisait les layoffs. Et pour la première fois de leur vie, de la vie de la compagnie, ils offraient un stage non rémunéré. Wow! Un stage non rémunéré. Non rémunéré, en Floride. Wow! En Floride. Donc, moi, vivant au Michigan, après avoir fait 2 ans de bénévolat, je réussis à trouver un stage d'études. Là, j'étais à la fin de mes études. Techniquement, je devais trouver un boulot full-time, mais j'ai pu trouver encore un autre stage mais non rémunéré, non payé. Alors que tous mes camarades de classe trouvaient des boulots. Ils avaient déjà les offres signées. Ils attendaient seulement l'été pour aller travailler. Voilà. Et malgré mes notes, même au master, malgré tout ton résumé, ton CV, tout ça là. Je n'arrivais pas à trouver quelque chose de tangible. Pourtant, j'interviewais avec les mêmes compagnies, les professeurs me soutenaient et tout. Bon, je me suis dit, bon, 2 mois de plus, de toutes les façons, j'ai rien d'autre à faire. En été, toutes mes petites économies qui me restaient, je me suis dit, bon, je vais faire ce que je peux faire. Je me suis débrouillée pour aller en Floride. Pour le stage. Pour le stage, j'ai fait mes 2 mois là-bas. Et il y a eu des opportunités qui se sont ouvertes dans la compagnie à cette époque. Donc, avant de partir, mon directeur de stage m'a pratiquement tenu la main forcée à appliquer pour un des entry-level positions dans cette compagnie. Wow. Et je me rappelle toujours, après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, vraiment tout le trauma que j'ai pu vivre en cherchant un travail déjà depuis mon bachelor à No, we cannot take you because we don't sponsor, C'était la même chanson. Ayant vraiment une très bonne expérience à cette compagnie, la culture m'intéressait, la ville m'intéressait, je fuyais le froid, n'est-ce pas, en Floride. C'était beau, j'étais jeune et tout. Je voulais vraiment travailler pour la boîte. J'avais la chance que à l'étage où je travaillais, il y avait un HR business partner qui était là, avec qui j'avais déjà quand même eu à interagir. Donc, je me sentais un peu confortable. Je me rappelle toujours, une semaine avant mon dernier jour de stage, je suis allée le voir dans son bureau. Je lui ai dit, Zach, I need to talk to you. Il m'a dit, OK, what's going on? Moi, je ne connaissais même pas le processus quand j'applique, ça va où. Je suis allée le voir. J'ai mis carte sur table. Je lui ai dit, voilà, la réalité, c'est que je suis international student. J'ai appliqué pour ce boulot. I'm going to need sponsorship. Le tout, si je suis venue full front, je leur ai dit, I'm going to need sponsorship. My experiences in the past with other companies have always been turned down because of my your status. Of my status of international student, but I really like this company, the culture, really like everything. Everybody. Next week, I'm going back to Michigan, but I'm really hoping that things will go well. J'ai déjà fait mes interviews. I think it went well, but I know that most of the time, mon problème, c'est mon statut. Yeah, I'm an international student. Il s'est senti un peu embarrassé. Il m'a dit, bon, je vais voir ce que je peux faire et tout. Je te promets rien et tout. Donc, moi, partant de la Floride, rentrer au Michigan, j'avais un pincement dans le cœur parce que je me disais, est-ce que j'ai vraiment blow my opportunity? Est-ce que tu as bien fait d'aller le voir? Est-ce que j'ai bien fait d'aller le voir? Pour être upfront. Voilà, peut-être qu'il fallait les laisser, qu'ils arrivent sur le fait accompli. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que, you know what? You did the right thing. Mais au moins, si au moins j'ai été upfront, ça veut dire que si on me prend quand même, ça veut dire que
il y a une opportunité pour moi peut-être d'être sponsorisée et tout. Mais chaque jour, mon cœur balançait. Est-ce qu'on va me prendre? Est-ce qu'on ne va pas me prendre? Est-ce que j'ai gâché ma chance? Est-ce que je n'ai pas gâché ma chance? Et tout, et tout. Moi, je suis restée, j'ai attendu 2 semaines après le stage. J'ai eu la lettre, le offer letter. I was like, yes! Wow! Wow! Yeah. Donc, au moins, j'ai eu le offer letter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que ils savent que je suis Tu es international international student. Ils savent que j'aurai un problème de sponsor. Et ils sont ouverts. Et ils savent que je ne suis pas en Floride. Donc, c'est là où j'ai encore dû négocier. OK, moi, j'ai déjà fait 2 mois Sans de payer, stage non sans payé être payé. là-bas. Est-ce que vous allez au moins pouvoir me payer le relocation package this time? You know, ça, c'était la seule négociation que j'avais pour eux. Et ils m'ont dit, oui, pas de problème. Wow! Et voilà comment, 2 semaines plus tard, je retournais Tu es retourné t'installer Floride. en Floride pour travailler avec la compagnie pour là. travailler avec la compagnie. Wow. Voilà. Et je suppose que tu as travaillé. Comment ça s'est passé après que tu aies signé ton offer letter Ouais. et au niveau du sponsorship, Oh. quel est le processus? Tu sais, quand tu commences le travail, à ce moment-là, il y avait déjà eu un changement dans le OPT. Ok. Le OPT, maintenant, c'était 1 an, 12 mois, n'est-ce pas? Et puis après, tu pouvais renouveler encore 17 mois, je pense. Un truc comme ça là. Donc, je savais que voilà, au moins, ça donne une chance parce que là, j'ai au moins 27 mois au total, donc un peu plus de 2 ans. Oui, c'était 29 mois à peu près. Donc, un peu plus de 2 ans quand même pour asseoir, quand même avoir une expérience. Et puis, ça ne va pas peut-être, on peut chercher pendant les 2 ans s'ils disent non, s'ils disent qu'ils ne sponsorisent pas. Donc, voilà un peu bon. On t'embauche sans vraiment promesse de sponsoring. Je bossais. Pendant que je bossais, je me disais, voilà, je gagne un peu d'argent. L'opportunité du Canada était déjà ouverte. Donc, ce que j'ai fait, en même temps, j'ai appliqué aussi pour avoir ma résidence permanente au Canada. Juste au cas où ça ne marche pas ici, je peux aller au Canada. J'ai déjà une expérience de travail. J'appliquais comme travailleur qualifié. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé les 2 processus en même temps. Donc, ils ont extend déjà mon OPT. Ton OPT. Dieu merci. Et donc, je pense qu'au fil du travail que je fournissais, je travaillais bien, j'évoluais bien, j'aimais la culture. Donc, mon boss avait décidé donc de me sponsoriser pour la H1. Ok. Et directement, quand tu as travaillé, le processus de sponsoring a commencé directement quand tu as commencé à travailler ou bien ça prend un nombre de temps? C'est après quelques temps que ça commence. Puisque tu es nouvelle, ça prend du temps vraiment pour savoir si est-ce qu'on t'intègre, parce que tu travailles bien, est-ce que tu ne travailles pas bien. Parce que pour eux, c'est facile de te let go quand ton contrat est fini, quand tu n'as pas de papier. La raison est très simple. Si tu ne travailles pas bien et tout, because of your studies, we have to let you go. We have to let you go. Mais je pense qu'ils étaient intéressés par mon travail. Oui, pas ton rendement. Oui, j'avais du futur dans la compagnie et tout. Donc, je suis allée vraiment un peu négocier aussi. Je m'entendais bien avec mon manager à l'époque. Et la chance que j'ai eue, en fait, c'est que pendant ces 2 années, on a eu remaniement et je suis tombée sous la main d'une manager qui était passée par le même processus. Wow! Wow! Oui, elle était passée par le même processus. Elle t'a soutenu, elle t'a coaché, donc, quoi. Elle m'a coaché. Elle comprenait vraiment ce processus. Un autre manager dans une autre compagnie avait fait pour elle. Et on avait pratiquement le même parcours scolaire et elle appréciait vraiment mon travail. Et elle a dit, je vais te sponsoriser. Wow! Tu as travaillé combien de temps dans la compagnie avant que le sponsoring a commencé? On a commencé pratiquement parce qu'il fallait qu'on commence tôt. Et tu sais, ça commence, ça s'ouvre, quoi, on dit, à cette époque, c'est à cette époque-là vraiment que le H1B commençait à devenir loterie. OK. Donc, ce n'était pas toujours garanti. OK. Non, attends, c'est l'année d'après que ça avait commencé. Moi, c'était la dernière année où, quand ça ouvrait le 1er avril, il fallait appliquer le 1er avril. Il y avait tellement de demandes qu'on fermait le même jour. Wow! Oui. C'est après cette année-là qu'ils ont commencé justement la loterie parce que, imagine, dès le premier jour, c'était déjà plein. Donc, il fallait qu'ils ferment les demandes. Les années d'après, c'était plus que full en fait. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire cette loterie. Donc, il faut préparer le dossier pour pouvoir être prêt avant le 1er avril. Dès que ça ouvre, dès que ça ouvre, dès que ça a ouvert, la compagnie a piqué. Il faut comprendre aussi que quand tu as besoin de sponsors, toi qui es le travailleur, tu n'as rien maudit. C'est pas toi qui file, c'est pas toi qui paye. Tu ne peux même pas influencer. Au contraire, si tu payes,
si c'est toi, si le gouvernement réalise que c'est toi qui as payé pour ton sponsorship, ça te disqualifie parce que c'est la compagnie qui vient faire une requête pour dire que je veux que cette personne travaille. J'ai cherché des Américains qualifiés que je n'ai pas pu trouver et la personne n'est pas sous-employée, n'est pas sous-rémunérée. Elle est rémunérée exactement comme un Américain qui aurait pris cette position et tout. Donc, c'est eux qui font tout ce travail-là, en fait, pour prouver vraiment que tu es un travailleur spécial. Ok. C'est ça que je vais demander. Bon, je vais demander c'est quoi le processus quand votre compagnie va te sponsoriser? C'est quoi le processus en fait? Donc, il y a toutes les avocats, ça commence avec leurs avocats t'entretiennent. Bon, ça peut changer de compagnie en compagnie, oui. mais chaque avocat t'entretienne, c'est eux qui comprennent le processus. Ils t'envoient juste des formulaires que tu remplis avec des informations bien précises et ils prennent ces informations-là. C'est eux maintenant qui s'occupent maintenant de tout formuler, de tout remplir. S'il y a quoi que ce soit comme document, tu leur envoies, ils gèrent tout, ils payent tout. On te donne juste les statuts, voilà, on a appliqué tel jour, voilà le processus, on attend. Et c'est aussi comme ça que quand ça sort, c'est eux maintenant qui te disent que tu as été approuvé, voilà. Maintenant, tous les autres papiers qu'il faut encore, tu leur donnes et ils gèrent. Toi, employé, tu te focalises sur le ton travail, boulot. ton boulot. Et du moment où ils ont appliqué au moment où peut-être on répond, il y a un temps précis. Ça se passe comment après qu'ils ont appliqué? Je ne me rappelle plus vraiment de... Tout ce que je sais, c'est que quand tu appliques le 1er avril, ça prend du temps. Et ils doivent te répondre pour que dès le 1er septembre, tu puisses activer ce H1B en fait. Le 1er septembre de la même année? Le 1er septembre de la même année, oui. Donc, c'est un peu dans ton H1B prend effet le 1er septembre. Voilà. Wow. Donc, moi, j'ai eu la réponse à l'approval de mon H1 et à l'approval de ma résidence permanente du Canada la même semaine. La même semaine. Donc, les deux t'ont répondu. Les deux sont tombés sur la table la même semaine. Wow, il a fallu que tu choisisses. Il fallait choisir. La balance. La balance. Je vais au Canada, je sais que je suis assurée au moins pour permanent residency et puis je deviens américaine. Canadienne. Je deviens canadienne, mais je dois aller tout recommencer, trouver un travail là-bas et tout me réintégrer. Et puis, ou alors je prends le risque, je reste dans cette boîte où je connais un peu, j'aime bien et tout, je veux rester en Amérique et tout. J'ai quand même l'opportunité de H1 qui est 3 ans. Je me suis dit, je vais rester. De toutes les façons, j'ai déjà le truc canadien. Et au besoin, je peux aller faire les allers-retours pour maintenir ma résidence. Et puis, si ça indemne, ça ne marche pas ici. Je sais que tu j'ai peux le faire backup. Donc, j'ai pris le Canada, en fait, comme un backup. Et maintenant, je suppose que comment s'est passé, en fait, la compagnie a file pour toi et ça s'est bien passé directement. La compagnie, comment ça se passe maintenant? Quand tu as le H1B, ce n'est renouvelable qu'une seule fois pour un autre 3 ans. Donc, tu peux être sur H1B seulement pour 6 ans. Et après ça, maintenant, s'ils veulent, maintenant, ils te sponsorisent pour la green card. Ils peuvent le faire même quand tu as ta première année. C'est vraiment le H1B. Donc, quand la compagnie applique pour ton sponsorship et qu'on te répond, la réponse te donne le H1B, c'est ça? C'est le H1B, c'est un visa comme le F1. Le F1, oui. Mais là, tu as H1B. Qui te permet de travailler. Qui te permet de travailler, mais pas de fréquenter. Pas de fréquenter, seulement de travailler. De travailler seulement. Donc, tu ne peux pas travailler et fréquenter, par exemple. Voilà. Quand tu as ton H1B. Quand tu as ton H1B. Et ce H1B-là te permet de travailler pour 3 ans. Ça te permet de travailler pour 3 ans. Pour la compagnie. Pour la compagnie, là, exclusivement. Exclusivement. Et si tu perds le travail avec cette compagnie, tu peux aussi H1B. On te donne un petit window pour trouver une autre compagnie qui va t'embaucher ou qui va pouvoir transférer ton H1B. Tu vois. Et le window est très chaud. Je ne me rappelle pas, je ne sais pas ce que c'est. J'ai eu la chance juste de ne pas tomber dans ce processus. Mais juste pour dire que quand tu es H1, quand tu es international, tu es toujours en souci. Parce que le jour où il y a les layoffs et on te let go, that's it. Wow. Tu as seulement un autre short time pour, n'est-ce pas? Retrouver notre compagnie, embaucher et transférer un H1B. Wow. Et maintenant, quand on te donne le H1B pour 3 ans, que tu vas faire la même compagnie, quand ça expire, tu fais comment? Je suppose que ça a été ton cas. Voilà, donc avant que ça n'expire, ils peuvent relancer
un autre mandat de H1B. Là, tu n'as plus besoin de passer par tout le processus, c'est juste un renouvellement pratiquement. Et c'est encore la compagnie qui s'en occupe, les avocats de la compagnie qui s'en occupent. Ou alors, il lance la green card. S'il ne veut pas, après les 3 ans, là, c'est fini, quoi, tu vois. Donc, comme je dis, j'avais une très bonne relation avec eux. Ma boss à l'époque, mon manager, et on a vraiment poussé pour la green card. À la fin de mon H1, je suis allée la voir, on a négocié, elle a poussé le dossier au VP et tout ça là. On a dit non, il faut qu'on la garde et tout. Je pense qu'à l'époque, j'étais déjà en train de travailler pour être manager. I was working on becoming a manager. Tu prenais l'expérience, on devait te promouvoir. Voilà, j'avais déjà plusieurs promotions, donc I was working to become a manager back then. Et donc, le dossier, moi, je suis... Mais je veux rappeler que toi, en tant qu'international student, tu dois advoquer pour toi tout le temps. Ce n'est pas la compagnie qui vient vers toi. Effectivement. C'est moi qui allais tout le temps vers eux, leur dire... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vous montrer peut-être que I'm worth it. Et je pense donc déjà de par vraiment mon travail, puisque je recevais des promotions, des primes tout le temps. Et puis je négociais tout le temps avec ma boss. Je lui dis voilà, j'arrive bientôt à la fin de mon H1. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va étendre? Est-ce qu'on va me sponsoriser pour la green card? Et la green card, c'est tout un autre dossier. Les compagnies, souvent, même ils peuvent faire ton H1, mais ils shy away, ils refusent souvent de faire la green card. Donc, quand j'arrivais donc à la fin de mon H1, je suis allée négocier avec la hiérarchie et j'ai dit, voilà, il me reste, je peux encore pousser H1 for one more time, ce qui est 3 ans. Mais je pense que quand on lance H1, ce serait mieux de penser à lancer la green card parce que maintenant, le processus de green card aussi prend du temps. Si tu attends d'être à la fin de ton deuxième mandat, tu vas tomber dans un gap d'égalité. Oui. Voilà. Donc, j'ai pu négocier, ça a marché. Donc, on a lancé mon H1 la deuxième fois. On a commencé une fois le papier de la green card. Ça veut dire que le H1B, tu ne peux avoir ça que 2 fois. Oui. Donc, c'est une fois renouvelable, une seule fois. Oui. Donc, sur 6 ans maximum. Sur 6 ans. Ce que d'autres personnes font, j'ai déjà vu, n'est-ce pas, c'est à la fin de ce H1, on les envoie dans un autre pays. Si la compagnie, c'est une multinationale, ils les envoient dans un autre pays et ils font un temps là-bas et puis on les fait revenir peut-être en tant que manager sur un autre visa. Et s'ils n'arrivent pas à faire le processus de green card, on les fait partir, on fait revenir. Ça, j'ai déjà vu quand même quelques fois. Mais cette fois-ci, et elle savait que j'avais ma green card canadienne, en fait. Mon permanent residency au Canada. Donc, on pouvait bien m'envoyer au Canada et je fais peut-être un peu... Bien, je travaille même là-bas pour la succursale au Canada, mais ils ont refusé, ils ont préféré que je reste. Tu restes ici. Voilà. Donc, quand ils ont lancé la procédure de ton H1B pour la deuxième année, ils ont lancer aussi la green card. Ils ont lancé la green card. Et ça se passe comment avec la green card? Le processus maintenant de la green card est encore même plus... c'est encore plus même... un peu plus long, plus tedious, parce que là, c'est beaucoup plus sérieux. Là, il faut vraiment prouver à la compagnie qu'il n'y a vraiment personne, vous avez vraiment interviewé pendant un temps. Vous n'avez trouvé personne qui peut faire ce travail-là. Oui, et honnêtement, on refait tout le processus, on prend mon job, on liste toutes mes responsabilités, tout ce que je fais on a daily basis, et tu apprends ça. Ils postent maintenant sur tous les job boards que tu peux connaître, LinkedIn, Indeed, tous les job boards. Et on laisse vraiment le processus de recrutement commencer. C'est tout un recrutement. Donc, on screen, on prend des gens qu'on interviewe jusqu'au niveau de ma boss et des autres. On fait vraiment passer des entretiens aux gens et on documente tout. Ça, c'est pas une partie du processus. On documente tout ça vraiment pour renchérir le dossier de l'immigration et dire, voilà, le job a été posté de telle date à telle date. Sur telle plateforme. Voilà, tous les candidats qu'on a retenus. Voilà, on a rejeté tel nom. Voilà ce qu'on a retenu. Voilà pourquoi on ne les a pas retenus pour le boulot. Voilà pourquoi elle est la meilleure pour ce travail. Par exemple. Donc, c'est vraiment intense. Et c'est cher aussi. Je ne connais pas les prix, mais je sais que c'est aussi beaucoup plus cher quand même parce que là, les avocats sont aussi beaucoup plus involvés. Donc, c'est comme ça qu'on lance le processus. Green card. Ouais, et maintenant, je suppose que le processus a eu lieu. Et puis,
Ça a pris son cours et... Le processus a pris son cours. Mhm. Et c'est sorti, ça fait pratiquement 3 ans du début du processus. Donc, quand je finissais vraiment mon H1, c'est là où ma green card. Oui, c'est là où ma green card était approuvée. Wow. Ça veut dire que tu as fait combien de temps accompagné pour que ce soit approuvé? 6 ans? Non, plus de 6 ans. 9 ans? Plus de, je peux dire 10 ans. Hein. Wow. Puisque, attention, compte bien, j'ai fait 2 ans pratiquement 2 ans et demi de OPT. Ensuite, 6 ans, donc 9 ans. Tu as fait 2 ans et demi de OPT. Et puis 3 ans sur mon premier H1, 3 ans sur le deuxième. Wow. Donc, ça peut à peu près 9 ans, 9 ans. que j'ai eu ma green card dans la compagnie. Wow. Voilà. Wow. Ouais. Et c'est seulement après ça que tu peux dire à la compagnie, OK, now I'm out. Yeah. Là, tu peux vraiment partir. Ouais. Parce que si tu pars quand tu es sur ton H1, comme je dis, il faut te rassurer que tu pars d'une compagnie qui peut transférer ton H1. Wow. Donc, ça veut dire que, ouais, ça veut dire que, bon, ça c'est à peu près le temps nécessaire pour que tu aies ta green card si une compagnie est ouverte à sur ta green card. Donc, ils vont te prendre d'abord en premier lieu sur ton OPT. Oui. Dès que l'OPT s'expire, il faut que le premier terme de ton H1B prend effet. Oui. Qui est 3 ans. Oui. Et maintenant, il faut après que ça s'expire, le deuxième terme, ton H1B prend aussi effet. Voilà. Qui est encore de 3 ans. Voilà. Après que cela soit fini, il faut absolument que tu aies la green card. Absolument que tu aies la green card. Si après ton deuxième mandat de H1, tu n'as pas de green card, si tu ne t'es pas marié ou bien si tu n'as pas gagné la loterie, et tiens-toi tranquille, j'ai joué la loterie toutes les années pendant les 9 ans là. Tout le temps, ça faisait quoi? Ça faisait 14 ans que j'étais aux États-Unis à peu près. Si tu comptes 4 ans et 6 ans, ça fait 14-15 ans que je suis aux États-Unis. Donc, sur 15 ans, je jouais la loterie chaque année. Je ne gagnais pas. Wow. Je ne gagnais pas. Et ce qui est important, c'est que tu as fait en sorte que pendant que la compagnie a renouvelé ton H1 pour la deuxième fois fait la green card. J'ai une fois lancé les procédures parce que je m'étais renseignée, je savais que le procédure de green card prend du temps. Donc, si tu attends la fin du mandat du H1, du deuxième H1, tu vas te retrouver dans une période de gap en fait. Oui, quoi. Oui. Où maintenant ce sera difficile, tu risques de perdre ton boulot en disant que tu rentres au Cameroun attendre ou bien et ce sera... Ouais. Donc, le timing a marché de sorte que dès que ton H1B, le second mandat étant défini, pas la green card une fois. La green card est sortie. Wow, ça c'est awesome. Et après, quand tu as ta green card, tu as continué à travailler pour la compagnie encore pour... J'ai continué à travailler. À ce moment-là, quand j'avais déjà ma green card, j'étais en train de travailler pour devenir directrice. J'étais on my way to becoming a director. Et donc, j'ai eu ma green card, j'ai eu ma promotion. Et quand maintenant tu as ta promotion, quand j'avais ma green card, maintenant, quand tu as la green card par le travail, c'est 5 ans. C'est 5 ans, c'est 5 ans pour appliquer maintenant pour... Donc c'est vrai pour 5 ans, après 5 ans, si tout est bien, tu peux appliquer pour la nationalité, c'est voilà, ça? Tu vas prendre au minimum 5 ans, oui, pour appliquer pour la nationalité. Oui, parce que tu as une carte, c'est vrai que quand tu viens ici avec la green card en tant qu'avec la loterie, ta green card va pour 10 ans. Voilà. Mais après 5 ans, tu qualifies pour appliquer pour le citizenship. Mais chez vous, on a la green card seulement 5 ans. 5 ans. Après 5 ans, là, si tout est bien, tu peux qualifier pour appliquer pour le citizenship. Tu applies pour le citizenship. Une fois que tu as la green card, maintenant, la compagnie n'est plus involved dans ce qu'il faut faire pour te naturaliser, en fait. Oui. Quoi. Vous pouvez finir à ce niveau-là, quoi. Oui. Bon, je suis sûr qu'il y a des compagnies peut-être qui peuvent t'aider à le faire, mais moi, j'avais décidé, bon, je vais me naturaliser éventuellement, puisque là, c'est plus un requirement pour que tu puisses travailler. Effectivement. Donc, c'est plus forcément leur problème. Si tu veux te naturaliser, oui, sinon, tu peux travailler. Effectivement. Donc, je suppose que tu es resté avec eux encore quelques années. Non, j'aimais la compagnie, ça se passait très bien. Comme je dis, je progressais vraiment bien. Ouais, quand j'ai eu ma green card, j'ai attendu mes 5 ans et puis j'ai lancé les papiers de ma naturalisation. Ok. Et bon, je sais pas comment, c'est-à-dire que tu n'es pas, tu focuses en titre, pour que tu es pas à la compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses les savoir, étant donné que c'est cette compagnie qui t'a autorisé pour ton H1B et pour ta green card? C'est même pas les sentiments, hein. C'est quoi, je travaille. La façon que tu poses ça, c'est comme si, oh, maintenant j'ai eu des papiers, maintenant je m'en vais. Non, c'est pas les... Il faut, et ça, je m'adresse sincèrement à tous
quand tu travailles pour une compagnie, ce n'est pas sentimental, c'est transactionnel, c'est le business. Le business. C'est vraiment le business. Je me suis donné pour la compagnie pendant, c'était pas gratuit. Pas de 10 ans, oui, on me payait, certes, mais je travaillais et j'avais un bon rendement. Oui, en fait, tu contribuais à l'évolution de la compagnie. Exactement. Je contribuais ma part à l'évolution de la compagnie, c'est j'ai eu mes papiers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était juste la compagnie, malheureusement, à ce moment-là, a commencé à go down quelques années plus tôt et les chiffres n'étaient plus trop ça. Et ils ont été obligés d'être des gars by private equity. Donc, voilà, on les a rachetés. Donc, ils sont quittés du marché de la bourse, ils sont allés private. Et là, ça a basculé dans toute la compagnie. Oui, il y a réorganisation, tout ça, là, saving costs. Severe reorg. Et quand moi j'étais quand même à un niveau élevé, c'est souvent nous qui recevons un peu le coup. Oui. Donc j'ai été dans cette vague de layoff là. Et après avoir fait 13 ans, 14 ans dans la boîte, avoir vraiment donné mon temps parce que je bossais. Oui, tu bossais énormément. Je crois que tu te rappelles. Oui, je me rappelle très bien, tu bossais énormément. Il faut le rappeler parce que c'est ce que tu as dit, c'est vrai. C'est vrai, la compagnie t'a sponsorisé pour ton H1B, pour ta green card, mais en retour, tu travailles. J'avais pratiquement pas de vie. J'avais pratiquement pas de vie. Donc, c'était malheureusement, j'ai été dans la vague, malheureusement ou heureusement. Moi, j'essaie toujours de retourner un peu le malheur en positif. C'est quelque chose qui peut être négatif. Mon motto, c'est vraiment de toujours, une porte se ferme, plusieurs s'ouvrent. Bon, j'ai donc pris cette opportunité. À l'époque, ma dernière fille n'avait même pas encore 1 an. Je me suis dit, il faut vraiment que j'élève mes enfants bien, vraiment que je les intègre, que j'ai les temps pour eux, j'ai le temps pour eux, parce que j'avais déjà vu comment ça se passait quand j'ai commencé à avoir les enfants avec mes 2 premiers. Comment ça se passait avec, j'avais pas beaucoup de temps. J'avais vraiment pas, je travaillais vraiment je travaillais énormément. Je faisais facilement les 60 heures par semaine au boulot. Et donc je me suis dit, ça c'est une opportunité peut-être de take a step back. Et mon mari avait déjà commencé à lancer Titan, qui prenait déjà très bien. Et donc je me suis dit, pendant ce temps, je peux me reconvertir et puis on se relance là-dedans, on met nos efforts là-dedans et puis on se donne le maximum pour que ça réussisse. Voilà, en même temps, avoir vraiment la flexibilité et le temps d'élever nos enfants. Effectivement. Voilà. Avant qu'on ne bascule sur l'après cette compagnie-là et cette histoire de ton H1B et de ta green card, si tu avais un conseil à donner à un étudiant international qui nous regarde par rapport à ton expérience, n'est-ce pas? Oui. Naviguer le statut en tant qu'étudiant international, rester légal et toujours finir ses études, trouver le travail et tout ce qu'un international traverse. Si tu avais 2-3 conseils à donner, ça serait quoi? Je dirais, restez focalisé, faites ce que vous faites et faites toujours bien. Ça, c'est règle numéro 1. Règle numéro 2, la nationalité et la green card, ce n'est pas un trophée. C'est un atout pour notre succès. Il ne faut jamais regarder ça. Moi, mon parcours est quasi unique. Je peux dire quand même un peu de 20 ans que je suis aux États-Unis. Je ne connais pas beaucoup qui sont passés par ce parcours. J'ai eu de la chance d'avoir de soutien, de support de la famille et tout, mais ce n'est pas tout le monde. Je suis fière de mon parcours aujourd'hui, mais il ne faut pas avoir, je veux dire peut-être honte d'utiliser d'autres moyens. Nous sommes des Africains, on se comprend. Retenez encore que les papiers, c'est un atout pour le succès. Ce n'est pas un trophée. Donc, vraiment, si vous avez pour ceux qui nous regardent, par exemple, qui ont des amis qui sont international students, ça n'a rien à voir avec la performance, ça n'a rien à voir avec la qualité de personnes qui sont. C'est vraiment la chance, c'est vraiment l'étoile. Donc, si vous pouvez aider votre ami qui est dans cette situation, n'hésitez pas. C'est un stress constant, c'est-à-dire, au-delà de tout le stress que toi, tu peux avoir, toi qui as les papiers, tu peux avoir. Beaucoup qui viennent même avec la green card ne comprennent même pas
ce niveau de stress. Non, ils ne peuvent pas comprendre. Quand tu n'es pas dans la situation, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Il faut vivre pour comprendre. Il faut vivre. Ceux qui viennent ici, par exemple, qui ont été back-up par les parents ou bien par ceci, à un moment, c'est difficile, c'est cher. Ils veulent même essayer de trouver un travail à l'extérieur pour avoir au moins payé des études et tout et tout. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Donc, toi qui viens avec la green card, toi qui as déjà peut-être tes papiers, tu sais que tu peux aller n'importe où trouver un petit job, factory, wherever. Tu trouves un job et puis tu te bats pour t'en sortir comme ça, comme ça. Bon, imagine, l'élève international a ce même problème que toi, mais il ne peut pas. Il ne peut pas aller avec cette solution. Il peut pas, Et il ouais. ne sait pas quand est-ce que ça va se réguler. Se régulariser. Quand est-ce qu'il va se régulariser. Donc vraiment, à tous les élèves internationaux qui sont là, vraiment, regardez à gauche, à droite, comment vous procurer de cet atout. Vraiment, avec ça, vous serez définitivement successful. Ça, c'est le chemin que tout le monde veut prendre. C'est vraiment le chemin que tout le monde aimerait prendre. On veut bosser pour être là, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et il ne faut pas... Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas regarder ça autrement. Moi, je ne juge pas. Au contraire même. Si moi, j'avais eu la chance, par exemple, d'avoir eu quelqu'un qui allait me soutenir ou me sponsoriser, mais je serais tombée sous l'occasion. Parce que c'est après 20 ans aux États-Unis quand même que j'ai pu me régulariser de cette façon. Tu t'imagines les voyages. À chaque fois que tu veux voyager, par exemple, tu n'as pas de visa, tu ne peux pas aller ailleurs qu'au Cameroun. C'est un mal de tête. Même en Europe, pour avoir le visa français, le visa Schengen, par exemple, il faut que tu aies un visa camerounais. Il faut que tu aies un visa américain dans ton passeport. Qui est valide. Qui est valide pour pouvoir faire la demande du visa Schengen. Donc, si tu es aux États-Unis, il n'y a plus de ton visa expiré, il faut que tu rentres au Cameroun pour prendre notre visa. Tu fasses le visa américain avant de prendre encore le visa Schengen pour aller en Europe. C'est trop compliqué, donc c'est trop de cascades. Trop de cascades. Trop de cascades. Oui, mais l'idée principale, vraiment, c'est de ne pas se décourager, de faire tout pour rester légal, manager le système avec les études, les OPT, deadline, le travail. Et rapprochez-vous, bossez, allez sortez. On ne peut pas travailler, mais on peut faire du bénévolat, comme on a dit. Effectivement. L'intégration, c'est la mère de tout succès en Amérique. Si tu n'étais pas intégré, tu ne peux pas être successful. I'm so sorry. On peut dire, on peut faire à gauche, à droite, là, on fait des petits jobs et tout ça, là. On gagne bien, on gagne notre vie. Mais le succès en Amérique demande de passer par l'intégration. Effectivement. Après, donc, que cette situation a été rachetée et partie private, tu t'es retrouvé en train de faire autre chose. Voilà. Et je suppose que c'est ça que tu fais jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a motivé à ne pas aller rechercher un nouveau travail corporate pour continuer à être directeur exécutif? Ouais. Peut-être même si au dépendant de la compagnie. Pourquoi tu as préféré? Bon, c'est vrai que tu as mentionné déjà aussi le temps que tu vas avoir avec ta famille, tes enfants. Et vu le fait que le travail t'absorbait, vu la position que tu as occupée dans cette entreprise là, bon. Mais qu'est-ce qui t'a encouragé à te rabattre dans l'entrepreneuriat maintenant? Vraiment, ce qui m'a vraiment encouragé, je peux dire, c'est mon mari. C'est lui. Parce que, pour dire vrai, c'est vrai que mes parents sont des entrepreneurs au Cameroun. Mais moi, venant ici, moi, je savais que I'm going to make them proud by just, Yeah, claim the ladder. Claim the ladder. Et à chaque fois que, I was climbing that ladder, ils étaient très heureux, ils étaient très fiers. Ça émerge du succès, n'est-ce pas? Mais alors, quand j'ai rencontré mon mari, et je faisais ça un peu vraiment bénévolement à la maison, toujours pas la passion et tout. C'est lui qui a vraiment émis cette idée de pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça à l'échelle industrielle. Industriellement. Parce que
le processus est tellement tedious, c'est tellement difficile, et puis trop de limitations. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Et puis si tu veux le faire, je te soutiens à 100%. Mais si tu veux faire ça seulement comme passion, Comme passion à la maison, pourquoi on doing voilà, healthy? voilà, je te laisse, je t'accompagne de temps en temps quand tu en as besoin. Mais si on fait ça, là même je me mets et on s'y met à fond et on voit ce que ça donne. Let's just think big. Let's go big. Let's just think outside the box. Exactement. And take this little idea And make it big. And make it big, yeah. Je me suis dit, non, j'ai épousé le gars, c'est même pourquoi. Allons-y, je te suis. Let's go. Lead the way. Tu es l'homme, on est ensemble. Bango bango, si ça donne, on est ensemble. Si ça donne, on est ensemble. Donc, c'était un peu dans cette optique-là. J'étais vraiment, vraiment très fière qu'ils soutiennent mon projet. Tu vois, souvent, surtout dans les couples souvent africains, c'est souvent... C'est difficile de trouver souvent un homme qui te soutienne à ce point, quoi. Non, mais lui, il a dit, je prends ton projet, je mets forward. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé là-dedans. Wow. Ben, et si je peux dire, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Oh, Dieu, definitely. Si je dis que je n'ai jamais eu les idées de rentrer en entreprise, je mens parce que je gagnais très bien ma vie. Donc, je sais ce que c'est, mais à chaque fois, je rétrospecte un tout petit peu. Je me dis toujours que avec l'énergie et le travail que je mettais dans cette compagnie-là, si je mets la même énergie, le même travail dans ma propre compagnie, où est-ce que je peux arriver? Arriver, effectivement. Parce que, ne vous trompez pas, en Amérique, on ne te promote pas parce que ton nom, d'abord, on est d'abord étranger, tout ça là, on est noir, on a un accent, c'est triplement difficile. Et en plus, dans une compagnie comme Software, c'est un software company qui est purement soit asiatique, soit les blancs. Pour une femme noire, vraiment, une jeune femme noire, vraiment, progresser à ce niveau, c'est un peu rare. Donc, je me suis dit, these people are seeing something in me that maybe I'm not even seeing. Exactly, of course. Donc, ils sont en train de me sucer quelque chose Of course. Il faut que moi-même je vois. Comment tu peux exploiter ça? Je vois comment je peux exploiter ça. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. C'est un peu ça qui me drive. Like, these people saw something in me. What is it? Comment est-ce que je peux exploiter ça? Comment est-ce que je peux avancer? Non, je suis vraiment... Moi, en tant qu'entrepreneur myself, je te comprends parfaitement. Parce que it's not easy. It's definitely not easy. Not having that paycheck on the... Yeah. Every 2 weeks. It's definitely not easy. Me, I'm still blessed to have paycheck every 2 weeks, but I'm managing also business on the side. Trust me, it's tough. It is tough. It's tough. It's tough. And a lot of people don't see Non, it. les gens ne peuvent pas comprendre. Il faut être dans le business pour comprendre. Beaucoup voient seulement les éclats de positif, positif. Everybody admire the ups. Voilà. But the daily is... It's tough. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Mais je pense que ce qui différencie, ce qui réussit, ce qui ne réussit pas, c'est la persévérance, comme tu as mentionné. La persévérance. La croyance en son projet, la persévérance. Et le bon travail. Le bon travail. Oui. Le bon travail. Ouais. C'est ça. Et le bon travail. Don't cut the corners. Don't do that. Yeah. Work hard. Believe in your product. Look for improvements. But keep pushing. Keep pushing. Never give up. Nope. Quelque chose que moi je n'abandonne pas. Never give up. Je trouve souvent les moyens de pivoter, d'ajuster. Voilà. C'est ça. Petit pas. C'est mieux que zéro pas. Que zéro pas. Oui. Tu pivotes, tu ajustes, tu prends des bonnes décisions, tu recadres, tu t'informes, tu look what other people in my industry or in my area are doing. Oui. How can I do the same thing? How can I learn from their experience? How can I learn from their mistakes? Oui. How? Donc tu trouves le moyen. Il y a un autre truc que j'aimerais définitivement bring up pour nous les femmes, les mamans, entrepreneurs et tout. Faisons très attention parce que on est l'équilibre de la famille. On ne peut pas avoir tout. Il y a des jours où je me tue, je m'en veux tellement parce que je trouve que je n'ai pas assez de temps, n'est-ce pas, pour mon business. Parce que je décide aussi de le mettre dans mes enfants, par exemple. De passer avec mes enfants, faire leurs activités, être là, présente pour eux. J'aurais pu être un peu partout. Mon business aurait déjà
définitivement pu être un peu plus loin que ça. Mais there is a balance. Tu essaies d'avoir cette balance-là Voilà. pour pouvoir mettre le temps sur tes enfants, qui est aussi la priorité, qui est, I think, Mon vrai futur. Oui, ton vrai futur, qui est, pour moi, là où ta joie principale vient. Voilà. It's not even close. I mean, for me, spending time with my daughters, Oui. it's priceless. Voilà. And it's not even close. So whenever I can, donc, tant que je peux, je passe le temps avec elles. Voilà. Parce que ce n'est même pas, c'est même pas close des succès que je peux avoir dans tout ce que j'ai en train de build. Et rappelons-nous toujours Et en tant que femme, c'est vraiment différent parce que, Voilà. parce que l'homme, nous, c'est différent, mais vous aussi, c'est différent parce que you need to find that Nous, balance. c'est vraiment la balance. Oui, la famille, l'équilibre de la famille repose tellement sur la femme Oui. que on se retrouve vraiment à avoir souvent très peu de temps pour faire autre chose. Et nous, ce qu'on a très bien fait dans notre famille, avec mon mari et tout, c'est d'essayer d'intégrer nos passions et leurs passions. On va parler de titre une autre fois, Une mais, autre fois, je vais un peu expliquer ce que je veux dire par là. Et ça aide vraiment. Là, ça devient beaucoup plus comme un projet familial. Oui, où une fois les enfants sont intégrés d'une façon ou d'une autre, où ils voient comment ce que nous on fait s'intègre à ce qu'eux ils font. Et ils font, pour qu'il y ait cette synergie-là. Exactement. Il y a cette cohésion-là, pour qu'ils voient maman et papa sont en train de travailler dur pour quelque chose qui inclut aussi ce à quoi ils sont intéressés. Et à la fin, on revient encore, nous vivons en Amérique, nous sommes des étrangers. Nous sommes venus dans leur pays. Il ne faut pas qu'on parte de ce pays sans laisser de traces, sans laisser de legacy. Aujourd'hui, nos enfants peuvent être... Ils sont fiers quand ils arrivent à l'école et ils peuvent Google le nom de papa et maman sur Internet et montrer à leurs amis ce que papa et maman font. C'est quelque chose qu'il faut qu'on y pense fermement. Nous, les immigrants africains ici aux États-Unis, on doit vraiment donner cette fierté-là à nos enfants, de leur montrer que la culture est sacrée. Aujourd'hui, mes enfants partent à l'école, ils disent « je suis Camerounais ». Ils ne disent pas qu'ils sont américains, ils te disent que I'm from, where are you from? Yeah. I'm from Cameroon. I'm from Cameroon, yeah. Ils sont nés ici, hein? Ils ont grandi ici. Mais donc, c'est tout ça, c'est ce temps-là qu'on passe avec eux, on leur inculque nos cultures, nos valeurs. On leur montre qu'on est présent et en même temps qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut leur laisser. Effectivement. Voilà. C'est très important. Très important. Et ajouter à ça aussi, souvent même les amener même là où ils viennent, tu vois, un peu, qui est au Cameroun. Parce que j'ai mentionné ça parce que comme j'étais au Cameroun récemment avec mes enfants, ma première fille, chaque fois que je parle à l'école, comme je suis proche de l'aéroport, il y a tous les avions qui atterrissent. Elle dit, Daddy, that's the airplane right there. Voilà. Elle dit, je lui demande, mais comment tu connais que c'est l'avion? Elle dit que I was in the airplane when we went to Cameroon. Voilà. And I want to go back to Cameroon. Donc, tu vois, c'est ça. Tu vois un peu là. Elle sait que she's from Cameroon. She likes it. She wants to go back anytime soon. Exactly. And then she says she's from Cameroon, which is good. It's powerful. Donc, yeah, c'est vraiment important. That legacy là, we have to build something so that they can be proud. To say daddy and mommy are doing this, and then this is where we're from, this is our value, this is our culture. Yeah. Et tu sais, les enfants nous observent beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de choses pour moi on trigger quand il s'agit du business et puis de ma dévotion familiale et comment. Quand je dis par exemple que quand j'ai été laid off, j'ai décidé de ne pas rentrer parce que ma fille avait à peine 1 an. Et je voulais vraiment que ma fille, que je devienne la personne que j'aimerais voir ma fille devenir. Effectivement, un modèle pour elle. Un modèle pour elle. Donc au départ, j'avais 2 garçons. Donc j'étais la maman des garçons, j'étais toujours celle que je suis et tout. Mais quand j'ai su que j'avais une fille, tout a changé. Parce que je voulais voir en moi exactement ce que je veux. Donc tu voulais voir exactement, c'est ça. Tu voulais qu'elle devienne ce que toi, tu aspires devenir. Et que, en fait, ça shape comment est-ce que tu te comment est-ce que j'aimerais la voir. Effectivement. C'est donc comme ça que je vais travailler sur moi pour devenir, pour qu'elle copie de moi. Qu'elle te prenne comme un exemple. Exactement. Qu'elle te prenne comme un modèle. Parce qu'elle t'observe. Les enfants observent. C'est ça. Ils observent. Waouh. Vraiment, mais ça, c'est une expérience formidable. J'espère que cette conversation va pouvoir aider any international student out there, any student,
Also, any, n'importe qui de notre communauté qui aspire à être un peu dans Dans l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat, ça se fait. Au pays, tout le monde, nous sommes tous des entrepreneurs au Cameroun. Hein. Et il y a très peu de gens qui sont dans le secteur formel. La plupart, on se bat. Oui, la Si plupart on se a la battent. chance qu'on peut, mais on peut, même si tu as ton boulot, ça n'empêche pas que tu deviennes un entrepreneur. Moi, je dis toujours, Oui, 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 oui. Moi, je dis toujours, faut faire les deux. Le travail, ce n'est pas ta vie. Le travail de quelqu'un d'autre, ce n'est pas toi. Et mon père m'a dit ça quand je partais pour la première fois aux États-Unis. Il m'a dit qu'il faut savoir que ton succès ne repose pas en étant l'employé de quelqu'un. Il m'a dit, allez, j'avais 16 ans, je comprenais quoi. C'est quand la dernière fois, quand il est venu, je lui ai dit, mais maintenant, papa, je comprends ce que tu voulais me dire il y a 20 ans. C'est aujourd'hui que je comprends ce que tu me disais. Et c'est vrai. Effectivement. Moi, je vois ça dans le sens où, moi j'analyse ça là, mais moi, j'aime l'entrepreneuriat et j'essaie tout ce qui me passe par la tête comme idée. Parce que je ne veux pas avoir de regrets demain. Parce que, il y a un grand-père qui m'a dit un jour que quand tu nais, tu ressembles à tes parents. N'est-ce pas? Je lui ai dit, mais quand j'ai fini l'école, j'étais au Cameroun, j'étais à l'époque pour voir ma femme. Quand elle vient d'accoucher de ma deuxième fille. Il y a un grand-père qui m'a dit que quand tu nais, tu as fini l'école, non, Emmanuel, j'ai dit, mais que quand tu nais, tu ressembles à tes parents. Quand le jour que tu vas décider, tu vas ressembler à tes décisions. Donc, je t'encourage à travailler dur dans ton travail que tu vas avoir. Mais si tu as n'importe quoi qui te passe par la tête et que tu veux essayer, essaye. Pour que demain, tu n'aies pas de regrets. Pour que si demain, tu t'accouches, tu es en train de souffler tes dernières respirations, tu n'aies pas de regrets que I wish I did this, I wish I did that, I wish I did this, I wish I did that. Parce que le jour que tu vas mourir, tu vas ressembler à tes décisions. Voilà. Donc, c'est ça que moi, si j'ai une idée qui me passe par la tête, qui a trait à l'entrepreneur, non, moi, je go for it, j'essaye, je donne mon maximum. Et puis, j'essaie de voir d'où ma passion vient, quoi. C'est pour ça que pour le podcast, j'avais ça en tête depuis. Tu vois un peu, j'avais ça en tête depuis, j'ai dit que non, regarde le do it. Parce que ça me trottait la tête. Ça te dérange? Oui, ça me trottait la tête. Je peux te dire, c'est la même chose avec la boisson. Moi, ça m'a... On va parler de la boisson. Je vais vous raconter un peu d'où la genèse de la boisson. Pourquoi est-ce que je fais la boisson? Je n'ai jamais fait des cours, je n'ai jamais été bartender, je n'ai jamais... Mais c'est quelque chose qui était tellement enfoui depuis mon enfance. Quand je vais vous raconter, tu vas comprendre pourquoi je dis depuis mon enfance, qui a trottiné. C'est-à-dire, ça reste en toi. Et tant que tu ne prends pas action, ça va demeurer. Et ça va te ronger. Jusqu'à ce que tu fasses quelque chose. Tu fasses quelque chose, effectivement. C'est comme un fantôme qui te hante, en fait. Effectivement. Tu le chasses, il revient. Effectivement. Tu enfouis, il revient. Effectivement. C'est ça. Because I'm involved in all the stuff business related, everything, c'est parce que j'avais cette idée-là au fond de moi, quoi. Que, in my soul, I want to do this, I want to do that. Let me try that. Wow. Vraiment, la mère, vraiment, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour la conversation. On va revenir forcément sur Titons pour pouvoir parler de la jeunesse, pouvoir parler de tout ce qui va avec le day-to-day, comment ça s'est évolué. On va revenir tout ça pour parler vraiment de Titons. Et je profite pour dire, vraiment, s'il vous plaît, mes frères et mes soeurs, tonton Jean-Brice et sa femme, maman Evich, ont cette boisson-ci sur pied. J'en ai parlé à plusieurs épisodes. Et vraiment, nous devons goûter, nous devons déguster pour les aider à improve every flavor, pour les aider à reach more customers and more people. Ce que moi je bois là, c'est le gingembre, ça pique. Et là, m'excuser, je suis à la source, il va encore demander une idée. Non. Je suis à l'usine. Et j'ai fini la première canette, je vais encore demander la deuxième canette. Parce que c'est tellement bon. Moi, tu sais que le meilleur est au fond. Et au fond, là. Voici vraiment la substance du truc, quoi. Oui. Donc, vraiment, essayez et contacter le couple pour leur donner vos feedbacks, pour leur donner vos appréciations. Comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer, comment est-ce qu'ils peuvent reach more people.
Ouais. Tu as quelque chose encore à dire quand le clôture, maman Evich? Non, tout ce que je peux vraiment, c'est de t'encourager, Emmanuel, Merci. parce que, comme on disait là, quand tu as une passion, il faut la vivre. Tout à Il fait. y en a qui dépensent beaucoup là pour aller jouer au golf et tout. Et tu ne sais jamais ce que tu apportes en faisant ce que tu fais. Et moi, je reste vraiment sur, quand tu fais, fais bien. Fais bien, reste positif, donne du meilleur de toi. Et le reste, c'est Dieu qui décide. Tout à fait, tout Voilà. à fait, tout à fait. Donc, à mes chers frères et sœurs, fils et tout le monde là dehors, vraiment, en tant qu'élève international, si vous venez aux États-Unis en tant qu'élève international, sachez déjà que vous avez un parcours difficile devant vous, mais pas impossible. Mais pas impossible. Vraiment, restez focalisés, restez strong sur vos objectifs et Dieu va vous montrer le chemin. Voilà. Merci beaucoup, la mère. Merci beaucoup. Vraiment, pour clôturer, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça va pouvoir inspirer, ça va pouvoir aider quelqu'un. C'est ça l'objectif principal. Et comme j'ai mentionné au début, si la seule chose que vous pouvez faire pour supporter des initiatives pareilles, c'est de pouvoir subscribe sur la vidéo, subscribe sur la page, aimer la vidéo, partager. Et comme je dis, tout ce qui concerne iTunes, description, site internet, Amazon, vous pouvez order. Je vais mettre ça sur le site de la description. Je vais mettre ça sur la description de la vidéo pour que vous allez check out. Donc voilà, ça c'était le gingembre, maman Evich. Ça c'était... Ça s'appelle Loveness. C'est fruit de jus de cassis, gingembre et citronnelle. Le citronnelle. Voilà. Et ça, c'est seulement le gingembre. Ça, c'est du gingembre. Ça se voit, non? Oui, ça se voit. Ça se voit comment pur c'est dans gingembre. Voilà, dans le verre. Et je rappelle que c'est naturel. Il n'y a pas... C'est pas de sucre Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de artificial flavor, Non. pas de sucre, gluten free, vegan friendly. Donc, c'est vraiment naturel. Ouais. Il y a encore notre parfum dans ceci. Ah oui, celui-ci, ça, c'est celui qui vend le mieux. Celui-ci, tout le monde l'adore. C'est le parfum noix de coco, fruit de la passion et ananas. Et ça a la couleur sur la canette. Donc, c'est très joli quand ça se verse dans un verre. Et c'est vraiment délicieux, quoi. Ok, Voilà. ok. Le dernier parfum, Et c'est le dernier, ceci. c'est à base de noix de coco et fleurs de sureau, les saveurs. Et tout est vraiment rafraîchissant, ça se voit comme ça, comme vous nous avez vu consommer. Ou alors vous pouvez rajouter un peu de votre liqueur préférée là-dedans et ça relève vraiment tous les goûts. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup, maman Evich. On va revenir à un autre épisode pour parler Avec vraiment plaisir, avec de Titans. plaisir. Merci à tout le monde. Thank you guys for watching. We really appreciate the support and then we'll see you next time. Voilà. Ok. Thank you.